Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de l'actualité. Clôture ce jour rapporte au nouveau de la première session ordinaire de l'année 2016 au Palais des gouverneurs. Démarré depuis 3 mois, le vice-président de l'Assemblée nationale a fait le point des activités menées au cours des différentes plénières. Création d'un nouveau syndicat ce lundi à la Bourse du Travail. Il annonce syndicat national des conducteurs de tricycle pick-up du Bénin, Cinco Triplib, un creuset non seulement d'échange des conducteurs, mais aussi de défense de leurs droits. Au Gabon, c'est désormais officiel la candidature de Ali Bongo pour la présidentielle d'août prochain. Il a déposé sa candidature ce samedi à la Commission électorale nationale permanente. Bienvenue à tous dans ce journal. La clôture de la première session ordinaire des députés au Palais des gouverneurs s'est tenue ce 11 juillet. Démarré depuis 3 mois, le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Houndété, a fait le point des activités menées au cours des différentes plénières. Les détails, c'est avec Amen Didier Runkwenouji et Romaric Devoshi. À l'ouverture de la plénière, il a été vérifié le quorum et procédé à la lecture des communications parvenues au bureau de l'institution parlementaire. C'est après tout cela et le débat sur la situation survenue entre éleveurs peuls et paysans dans la localité de Guéné à Malanville qui a fait environ 17 morts, situation qui a motivé le gouvernement pour qu'il s'excuse jeudi dernier auprès des députés pour faire reporter la séance plénière sur les questions au gouvernement. 1 minute de silence a été observée par les députés à la mémoire des victimes de Guinée. Sur la clôture proprement dite de la session ordinaire, le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Houndété, a fait le point des activités liées aux travaux législatifs, puis en second lieu des activités diverses. Pour le compte des activités législatives, il y a eu le contrôle de l'action gouvernementale, puis le vote des lois. Le vice-président de l'Assemblée nationale. Le 26 avril 2016, nous avons examiné 4 autorisations de ratification et d'adhésion qui ont été adoptées. Il s'agit de la loi 2016-2 portant autorisation de ratification du traité sur le commerce des armes adopté à New York le 28 mars 2013. La loi 2016-03 portant autorisation de ratification de 6 traités, conventions et protocoles de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la loi 2016-04 portant autorisation d'adhésion à 2 conventions de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la loi 2016-05 portant autorisation de ratification à la convention de Minamata sur le mercure adoptée et signée à Kumamoto au Japon le 10 octobre 2013. Les autres activités concernent les différentes élections survenues lors de cette session ordinaire. Le vice-président de l'Assemblée nationale a remercié les uns et les autres pour le travail abattu tout au long de ces 3 mois. Je voudrais féliciter les différentes commissions ainsi que les membres des bureaux, particulièrement les membres des bureaux, qui ont œuvré pour l'aboutissement de ces résultats. L'ensemble des députés pour le travail abattu. Féliciter et remercier le gouvernement aussi pour sa participation. Chers collègues, nous allons devoir prendre congé de nous-mêmes. Malheureusement, comme vous le savez, nous ne pouvons pas aller en vacances. Nous avons convenu de commencer une session extraordinaire dès jeudi prochain. Quelques jours de vacances aux députés, mais ils devront se retrouver jeudi prochain pour l'ouverture d'une session extraordinaire. La capitale nigériane Niamey a abrité ce jour la 3e conférence du sommet du Conseil de l'Entente. Cette conférence des chefs d'État et de gouvernement a connu la présence des présidents de la République du Bénin, Patrice Talon, du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, et d'un président invité en la personne du Malien Ibrahim Boubacar Keïta. Rappelons que le Conseil de l'Entente est une ancienne organisation sous-régionale créée depuis 1959, suivant à présent la
substance des travaux livrés par le ministre béninois des Affaires étrangères. La première chose à retenir, c'est que nous allons vers l'élargissement possible du Conseil de l'Entente, puisque le président malien a indiqué que probablement au cours de la prochaine session, il ne viendra plus en invité, mais peut-être comme un frère, un participant, mais cela dépend de plusieurs arrangements à l'intérieur de ce pays. Cela dit, cette conférence a permis aux chefs d'État et de gouvernement de se rendre compte de l'évolution qu'a connue l'organisation sous-régionale que constitue le Conseil de l'Entente, la plus vieille, et qui a eu comme mandat il y a quelques mois de redynamiser son action, de mettre en place une nouvelle gouvernance. Le président Issifou, qui nous a très très bien reçus, a conduit cet exercice pendant 2 ans et le sommet l'a félicité et l'a remercié pour la manière dont son mandat s'est déroulé. Et ce sommet a désigné le président togolais, le président Faure Gnassingbé, comme nouveau président d'exercice pour une durée de 2 ans. Le sommet a également, s'agissant des questions donc, de responsabilité, reconduit M. Patrice Kwame, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 5 ans et a approuvé la nomination de nouveaux secrétaires exécutifs adjoints, un compatriote du président sortant, un Nigérien, puis je suppose revient au Niger. En plus de cela, le Conseil a pris connaissance des efforts qui ont été faits pour assainir la situation financière. Et la situation financière de cette organisation n'est pas des plus catastrophiques. Au plan des questions pratiques et de substance, j'allais dire, le Conseil a retenu les indicateurs qu'il faut pour mesurer la progression en matière de bonne gouvernance des États membres. Ils ont retenu plusieurs indices pour mesurer la gouvernance politique et la gouvernance économique, à savoir l'indice de Mo Ibrahim que vous connaissez. Ils ont retenu également l'indice de Doing Business et aussi ils ont décidé d'intégrer le rapport sur le développement humain que le PNUD publie chaque année comme un des éléments qui leur permettrait de connaître de l'évolution et de la santé des divers États membres. Un autre élément très important, c'est que le Conseil de l'Entente va se lancer dans un programme de promotion immobilière, c'est-à-dire que le siège du Conseil de l'Entente sera transformé et va abriter désormais un immeuble de plusieurs étages qui permettra non seulement d'abriter les bureaux, mais aussi de générer des ressources qui vont permettre à l'institution de fonctionner de manière autonome et sans trop peser sur les finances des États. Je vous le disais dans les titres, un nouveau syndicat a vu le jour ce 11 juillet à la Bourse du Travail. Il annonce Syncotripib, syndicat national des conducteurs de tricycle pick-up du Bénin. Par ce syndicat, les conducteurs de tricycle affiliés à la CSTB entendent lutter pour leurs droits et dignité dans la société. Écoutons le président du comité préparatoire et le secrétaire général de la CSTB au micro de Fréjus Serwan et de Fréjus Fiossi. C'est du nouveau, mais ce n'est ni étrange ni extraordinaire. C'est plutôt dans le cadre de leur lutte quotidienne au jour, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le but, les objectifs, les stratégies de lutte ou les principes d'organisation de notre jeune syndicat seront connus tout à l'heure. Ce que vous exigez, il faut que ça cesse les tickets pirates. Il faut qu'on cesse de vous prendre des tickets ou des sous dont vous ne connaissez pas la destination. Si on vous prend des tickets, on vous donne des tickets, que vous les vendez, que les conducteurs viennent chercher des tickets tous les jours, et il faut que là où vous êtes, votre parc, on puisse bien construire cela. Que ça vous abrite du soleil et de la pluie et que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. La CSTB va vous y aider.
Il faut que ça cesse aussi les complots. On va, parce que Pierre est ami du commissaire, ou bien d'un policier, ou bien d'un ancien conducteur de tricycle, eh bien on dit lui là, il faut arrêter sa petite voiture. On va, son tricycle, et on va foutre ça en fourrière. Le type n'a même pas travaillé pendant 2 jours, 3 jours, et on lui réclame 10 000 francs, 8 000 francs. Il faut que ça cesse. Chaque Béninois veut travailler dans des bonnes conditions et espérer avoir le minimum. C'est une foule de curieux incités et d'autres vindicatifs dans les rues. À l'aide d'essence de pneus brûlés, s'attellent et s'activent à réaliser leur forfait. Lequel forfait consiste à battre, blesser et brûler vifs ou calciner des présumés voleurs, quel que soit l'objet du vol. Mais jusqu'à quand remonte le mal et que disent les tests en République du Bénin? Élément de réponse dans ce reportage. La loi du talion est-elle de retour au Bénin? Depuis quelques jours, la vindicte populaire a refait surface dans certaines villes du pays. Ce phénomène qui consiste à lyncher à mort ou à brûler vif un présumé voleur rappelle bien une certaine période où un prétendu justicier surnommé le colonel civil Davy essayait par des méthodes expéditives de mettre fin au vol, viol, trafic d'organes humains et autres crimes dans les départements du Mono-Koufou. Ta moto, il faut voir combien de temps tu as économisé avant de payer ça. Et le voleur viendra voler ça. Si tu ne lâches pas vite ton engin, eux, ils peuvent te tuer. La Bible n'a pas dit de tuer son prochain. C'est même du cannibalisme. Le vol, c'est pas bien, mais on est dans un pays de droit. Il faut comprendre que c'est un débordement de sensations, c'est un débordement de ressenti vraiment. Ces actes enregistrés actuellement ne sont donc que la conséquence de la recrudescence de l'insécurité, la manifestation de la colère d'une population révoltée face au manque de promptitude des forces de l'ordre et à la lenteur de la justice républicaine. On ne peut pas y trouver de justification, c'est vrai, qu'il se pose des questions de sécurité des personnes et des biens. Mais la question de sécurité des personnes et des biens est une question de droit, est une question d'obligation. Nous, individus, nous avons le droit à la sécurité personnelle, à la sécurité aussi de nos biens. Et l'État est garant de cette sécurité. Ça signifie que l'État devrait faire en sorte que la sécurité des personnes et des biens soit assurée. Mais je répète que rien ne peut justifier qu'un individu donne la mort à un autre de façon expéditive. La vindicte populaire est une violation du principe juridique qui dit que nul n'a le droit de se faire justice et de celui tout aussi sacré de la présomption d'innocence. Lorsqu'on croit, lorsque la clameur publique dit qu'un individu est voleur, alors que la clameur publique ne peut pas conclure, ne peut pas juger de ce que l'individu est un voleur, parce que le principe de la présomption d'innocence dit que tant que l'individu n'a pas été poursuivi par une juridiction bien organisée, tant que l'individu n'a pas bénéficié d'une bonne défense, on ne peut pas conclure de sa culpabilité. Donc à tout moment, tant que le juge n'a pas démontré qu'un individu est coupable, il demeure innocent. Et le doute lui profite. Ce n'est même plus possible désormais qu'on donne la mort à un individu, parce que depuis le 5 octobre 2012, le Bénin a résolument tourné le pas vers l'interdiction de la peine de mort. Ces actes de vindicte populaire qualifiés de crimes ne sauraient donc rester impunis. Ce n'est pas un simple crime, mais c'est un assassinat. Le Code pénal dit clairement que le meurtre commis avec préméditation ou avec guet-apens est considéré comme un crime. Je crois que c'est l'article 296. Et les articles suivants ont défini ce que c'est que la préméditation et ce que c'est que le guet-apens. Au-delà des sanctions et des mesures annoncées par le gouvernement, il est utile également de sensibiliser la population et de renforcer la sécurité des Béninois.
Hors du Bénin, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle au Gabon, le président sortant Ali Bongo a déposé ce samedi sa candidature. Âgé de 57 ans, le président gabonais Ali Bongo a fait objet de plusieurs attaques de la part de l'opposition. Ce samedi, il a mobilisé plusieurs milliers de sympathisants et militants à Libreville après avoir déposé sa candidature devant la commission électorale pour le scrutin d'août prochain. Suivez plutôt. Nous sommes tous venus pour supporter notre candidat, et puis bon, on attend la campagne et puis on espère qu'il sera élu. En 7 ans, il n'a rien fait, les mêmes promesses, que voilà quoi, nous le peuple on souffre, on ne s'en sort pas, il fait des promesses sur la jeunesse et tout. Moi j'ai une licence en communication marketing, ça fait 3 ans que je suis rentrée, je n'ai pas d'emploi. Donc il plaide pour la jeunesse, mais jusqu'ici je n'ai pas d'emploi. Ali Bongo, appelons-le par défaut par ce nom, est incapable de prouver sa nationalité ou de nous donner un acte de naissance qui soit cohérent, qui soit valable. Il a de manière délibérée violé la souveraineté de l'État gabonais. Et pour ce motif, nous sommes là pour l'empêcher de violer pour la 2e fois la souveraineté de l'État gabonais. L'opposant historique ougandais Kizza Besigye comparé à son audience de mise en libération sous caution à Kampala, accusé de trahison. Il est détenu à la prison de haute sécurité maximale à Luzira, dans la capitale Kampala. Il devrait être libéré sous caution mardi, demain donc. Après s'être entretenu vendredi avec le président sud-africain, je dis bien sud-africain, le premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu ce week-end en Tanzanie. C'est dans le cadre de sa tournée en Afrique destinée à renforcer l'influence économique de New Delhi face au grand rival chinois déjà solidement implanté sur le continent. Écoutons un extrait de sa déclaration. J'ai été parfaitement clair. Il n'y aura aucune conséquence du Brexit sur la relation entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. J'allais dire presque au contraire, nous allons renforcer encore nos relations commerciales de manière à ce que l'Afrique du Sud puisse être un partenaire pour l'Europe dans le cadre aussi d'organisations régionales comme la SADC. Le président Zuma se rendra dans la Somme pour commémorer le centenaire de la bataille du bois d'Elleville qui a vu dans cette bataille tomber de nombreux Sud-Africains. Et c'était à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Et la France n'oubliera jamais le courage et le sacrifice de ces soldats sud-africains. Il était très important qu'à l'occasion du centenaire de la bataille du bois d'Elleville, il puisse y avoir un mémorial qui puisse rappeler cette histoire, ce sacrifice et ce lien qui unit l'Afrique du Sud et la France. Merci, Président. We agreed that the so-called Brexit holds implications way beyond the borders of the UK. Nous sommes d'accord sur le fait que ce qu'on appelle le Brexit a des implications qui dépassent largement les frontières du Royaume-Uni et des membres de l'Union européenne. Nous nous sommes engagés à renforcer notre coopération au niveau régional et mondial pour les questions de paix, de sécurité et les problèmes de gouvernance mondiale. La commémoration de la bataille du bois d'Elleville a une importance significative pour nous. Nous allons profiter de cette occasion pour corriger une des grandes injustices du passé dans notre pays. Le mémorial sud-africain de la bataille du bois d'Elleville a été transformé afin d'assurer que le rôle historique joué par les Noirs d'Afrique du Sud durant les Première et Deuxième Guerres mondiales obtienne la nécessaire reconnaissance au même titre que celle accordée aux Blancs d'Afrique du Sud. South Africans in the First and Second World Wars is accorded the necessary recognition as that given to white South Africans.
Et comme vous pouvez le constater, vous venez de suivre les extraits de déclaration du président français et puis celui du président sud-africain qui s'inscrit dans le cadre de la visite du président sud-africain Jacob Zuma en France, une visite au cours de laquelle il a été reçu à l'Élysée ce jour par François Hollande. Et nous poursuivons cette édition. La crise au labo britannique franchit un nouveau palier ce lundi avec l'annonce de la candidature de la députée de 55 ans, Angel Eagles, pour contrôler le chef du parti, Jeremy Corbyn, en pleine tourmente depuis la victoire du camp de Brexit. Aujourd'hui, j'annonce ma décision de me présenter en tant que candidate pour être leader du Parti travailliste. Dans le sud de la Chine, un missionnaire catholique français exécuté au XIXe siècle est devenu un instrument de propagande contre la religion. Pour l'Église catholique, Auguste Chapdelaine, canonisé en 2000, est un saint révéré, un missionnaire français martyrisé par sa foi en Chine. Mais pour le Parti communiste chinois officiellement athée, il est toujours considéré comme un opium spirituel. Reportage. C'est un saint pour le Vatican, mais un démon pour Pékin. Auguste Chapdelaine était un missionnaire catholique français venu en Chine au XIXe siècle pour évangéliser le sud du pays et arrêté pour avoir fomenté une rébellion, d'après les autorités de l'époque. Les documents historiques montrent qu'il est venu prêcher, qu'il a conspiré avec les officiels locaux, qu'il a volé de l'argent aux gens. Il les a arnaqués et il a même violé des femmes. Des accusations sans base historique selon les spécialistes indépendants. Le seul crime de Chapdelaine aurait été de venir dans une partie de la Chine alors interdite aux missionnaires. Après son arrestation, il aurait été torturé, enfermé dans une cage jusqu'à sa mort, puis décapité. Un destin de martyr qui lui a valu une canonisation par le Vatican en 2000, à laquelle le gouvernement a répondu en faisant de son ancienne maison un musée dédié à sa traque et à son exécution, présenté comme patriotique. D'après ce que j'ai pu voir, je n'y crois pas. Je suis catholique, je connais ce genre de choses. À l'heure de la messe dans la paroisse locale, le père Wei célèbre l'office face à une poignée de croyants seulement. Difficile selon lui de remplir les bancs de l'église dans un tel contexte. Nous sommes très mal connus du public. Les gens ne savent rien de l'Église catholique. Quand ils entendent parler de nous, c'est à travers la propagande du gouvernement. Avant d'être érigé en ennemi de la Chine, Auguste Chapdelaine avait déjà servi d'outil de propagande. Sa mort dans les années 1850 avait été le prétexte utilisé par la France pour déclencher la Seconde Guerre de l'opium, une campagne économico-colonialiste menée avec les Britanniques qui avait notamment abouti à la destruction de l'ancien palais d'été de Pékin, un événement encore ressenti comme une humiliation nationale en Chine. Retour au Bénin pour cette fois-ci par les sports. La justice béninoise aux trousses d'Anjorin Moucharaf, des membres de son comité exécutif de la Fédération béninoise de football, FBF, et de ceux du CONOR. Elle vient de délivrer un mandat d'arrêt contre ces messieurs. C'est la conséquence de leur absence à une audience jeudi dernier. Alors qu'ils devraient comparaître au tribunal de Porto Novo dans l'affaire crise à la FBF, ils ont préféré se faire représenter par leur avocat. Le juge de Porto Novo a aussi délivré un mandat d'arrêt international contre les deux émissaires de la FIFA et de la CAF qui ont supervisé l'élection à la FBF du 10 juin dernier. Ils en ont Sidi Diallo et Constant Omari. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.